Bienvenue dans le Ciné-Club de Thuise, comme tous les mercredis, vers 8h10, 8h12, nouvel horaire depuis la semaine dernière, avec Patrick Laurent. Bonjour Patrick. Bonjour Philippe. Patrick Laurent de la DH, Alain Lorfèvre de la Libre Belgique. Bonjour Alain. Bonjour à tous les deux. Et Fernand Denis ne nous rejoindra pas aujourd'hui, mais peut-être la semaine prochaine, tout bronzé qu'il sera rentré de Marrakech. Alors c'est bientôt les fêtes, donc parmi les films qui sortent, il y a fatalement des choses un peu plus festives cette semaine, notamment 2 films d'animation, Megamind et Une vie de chat. Une vie de chat, film d'animation belge. Hein. Oui, tout à fait. On va peut-être commencer par celui-là alors. Un film assez inattendu. Un premier film en fait de Jean-Loup Felicioli et de Alain Gagnol, donc qui avait fait les courts-métrages jusque-là. Et ici, c'est très stylisé, donc c'est pas du tout de l'animation à la Disney. C'est l'histoire d'un chat qui, la journée, reste avec une petite fille, dont la maman est commissaire et qui est veuve. Et la nuit, il va, avec un gangster, il va faire des cambriolages. Donc et ensuite, la double histoire à travers ce chat, c'est très joli visuellement. C'est ça, fais ton malin. Ça s'adresse à un public plutôt jeune, mais le polar pour des enfants de 8-10 ans, c'est plutôt inattendu. Le résultat est assez joli. Ben, je ne sais pas ce qu'elle en pense, moi je trouve que c'est pas mal. Oui, moi j'ai été très séduit également par le graphisme de ce film d'animation et comme l'a dit Patrick aussi par l'audace d'aborder un thème finalement assez rare dans le cinéma pour jeune public et qui est vraiment assumé comme tel. Donc il y a une dimension polar avec même des petites références au vieux polar à la française des années 60. Ce qui donne quelque chose d'assez original dans le film d'animation. En fait, on est très très loin de ce qu'on voit habituellement dans ce registre-là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le rythme de l'animation du film en tant que tel ? Ça reste, c'est sans être, je dirais, hyper speedé, c'est quand même assez soutenu malgré tout. C'est un film qui est pas très long, hein. Il fait 1h10, donc ça se tient bien. En même temps, pour le jeune public, c'est long. C'est normal que ce soit pas long. Il faut éviter de faire trop long. Voilà, tout à fait. Et comme dit Alain, c'est pas trop speedé, mais ça va dans le rythme du film noir du polar. Un polar, ça n'est jamais excessivement speedé. Il faut aussi donc qu'il y ait une certaine empreinte psychologique et il faut de l'ambiance. Ouais. Et ça, c'est très bien respecté. Voilà donc pour Une vie de chat. Megamind, c'est le gros morceau DreamWorks. Hein. On a eu réponse là au début du mois. Maintenant, il y a DreamWorks qui contre-attaque avec un film dans un tout autre genre, des bons et des méchants, des super-héros. C'est un tout autre registre. Hein. DreamWorks aime bien les comédies référentielles. Donc ici, on va retrouver Marlon Brando dans Superman. En fait, c'est tout sur les super-héros. Et en mettant en parallèle un héros tout bleu, ça tombe bien, Megamind, et un autre, Metroman, qui est lui le bon, c'est vraiment le Superman. Et chaque fois, c'est lui qui a le bon rôle, donc Megamind, il a que ce qu'on lui laisse, c'est-à-dire le mauvais rôle. I had a fairly standard childhood. Hurry, there isn't much time. With parents who couldn't wait to get me out of the house. You are destined for greatness. That was a lot of expectation to place on an 8-day-old. Turns out another family in the Glaupunk quadrant had a very similar idea. That was the day I met Mr. Goody Two-Shoes. And our glorious rivalry was born. Our battles quickly got more elaborate. You've fallen right into my trap. You can't trap justice. He would win some, I would almost win others. He took Cadmerade qui en français a la voix du méchant et c'est Dubosc qui a la voix du gentil super-héros dans la version française. Oui, en fait, le choix de Cad se justifie par le fait que si Megamind est censé être vraiment un très méchant, donc il va tenter de détruire son ennemi et qui un jour il réussit tout d'un coup, donc il n'a plus d'ennemis du tout devant lui et donc il s'ennuie. Et il va en recréer un autre, il va recréer un super-héros pour se retrouver de temps en temps en prison, pour pouvoir se révader, parce que sinon la vie manque de scène. Pas drôle. Mais l'ennui, c'est que le super-héros qu'il recrée sera un vrai méchant. Et donc il reprend lui le rôle du bon. Donc il fallait quelqu'un qui soit à la fois un petit peu inquiétant dans la voix, mais fondamentalement gentil pour qu'on puisse s'identifier. Cad, ça avait du sens. Ça vous a plu, Alain ? Oui, pour une fois, je dirais DreamWorks ne sombre pas trop dans le référentiel un peu potache. Donc c'est du référentiel ici un peu plus intelligent, un peu plus fin. Et alors c'est très audacieux de faire un film avec un personnage qui au départ est le génie du mal et de parvenir à tenir tout le film avec ce personnage-là et de suivre son évolution psychologique en fait. Et c'est fait avec beaucoup d'intelligence, de drôlerie, d'humour. Il y a je trouve que
Les personnages sont très très bien écrits, ce qui n'est pas toujours le cas chez DreamWorks. On est tout le temps un peu dans l'action, le gag et le rebondissement. La blague. Voilà, ici ils prennent le temps quand même de créer véritablement des personnalités assez intéressantes. Et donc du coup le film est un peu plus consistant, je dirais. Il y a du relief, quoi, dans le bon sens du terme. La seule chose qui est un petit peu dommage, c'est que le sujet, c'est vrai qu'il est original, mais c'est déjà le sujet de Moi, moche et méchant. Oui, Le ça, super c'est toujours méchant très qui devient étrange. super gentil, ça existait déjà dans les dessins animés qui est sorti il y a très peu de temps. Ouais. Ça, c'est un peu dommage. Il y a à peine 2 ou 3 mois. Donc voilà pour Megamind qui tiendra quand même que c'était plaisant, que Oui, vous oui, y avez c'est très pris plaisant. du bon temps, donc tous Oui. les deux. Alors parmi les autres films non-animation, les films avec des humains en chair et en os qui sortent cette semaine, il y a le chouchou d'Alain, c'est Exit Through the Gift Shop. Oui, qui est en fait un documentaire, quoique on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment un documentaire ou si ce n'est pas un somptueux canular. Ah. Alors c'est un film qui est signé Banksy. Banksy, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un artiste de rue, c'est un auteur anglais qui fait des graphes sur les murs un peu de toutes les grandes villes à travers le monde. Ouais. C'est vraiment devenu quelqu'un de très célèbre. Keep your eye out for the cops. On ne le connaît pas, c'est un homme qui est toujours masqué, qui reste anonyme, on n'a jamais vu son visage, on sait qu'il est né à Bristol, on ne connaît pas vraiment sa date de naissance, donc c'est un homme qui garde un mystère. Et de façon assez étrange, il y a un Français exilé en Californie qui s'appelle Thierry Guetta, qui a réussi à pénétrer le monde des graffeurs et des taggers, à les suivre la nuit dans leurs actions, dans leurs happenings urbains. Et très étrangement, Banksy a commencé par le laisser le filmer. Que Banksy ne fait jamais. On ne voit pas son visage, mais on le voit en action. Et puis petit à petit, le documentaire s'inverse. C'est Banksy qui reprend la caméra et c'est Banksy qui a terminé ce documentaire. Parce qu'il s'est passé une chose assez étrange, c'est que Thierry Guetta, en cours de route, a décidé lui-même de devenir artiste et est devenu un véritable phénomène à Los Angeles. Il a organisé une exposition extraordinaire. Tout le monde est venu le voir, à tel point qu'il est devenu un artiste majeur de la scène de l'art de rue. Donc il a piqué la place de sa vedette, quoi. Le maître, il pique la vedette. Ouais. Et donc tout le documentaire finit par se retourner et devenir un portrait de ce Français complètement outsider, mais qui devient une espèce de star, mais presque par accident. Et à un moment donné, on ne sait plus très bien si c'est pas Banksy qui est tout d'un coup en train un petit peu de se moquer du monde de l'art et d'avoir transformé Thierry Guetta volontairement en une star, mais du jour au lendemain, pour bien montrer que les artistes de rue qui rentrent dans les galeries et dans les musées, en fait c'est n'importe quoi, parce que leur place c'est la rue, c'est pas les galeries d'art. C'est un documentaire qui est assez atypique, original, et qui est vraiment décoiffant, et surtout qui vous emmène après dans une réflexion incroyable, parce qu'en sortant de la salle, vous ne savez vraiment pas si ce que vous avez vu est la réalité, ou si c'est un canular monté par Banksy. C'est très visuel. Très visuel. Voilà. Pour Exit Through the Gift Shop. Alors, il y a le gros morceau de la semaine, même si je pense que vous êtes tous les deux un peu dubitatifs, de Touriste. Oui, en fait, c'est une superbe affiche. Angelina Jolie, Johnny Depp. Ça Ouais. donne envie d'y aller, forcément. Ouais, ouais. En plus, le film est réalisé par Florian Henkel, qui avait fait La vie des autres. Mhm. Très, très bon film. Donc, a priori, on a toutes les raisons d'y aller. Et puis, en fait, c'est un remake, mais vraiment pâteau, d'Anthony Zimmer, avec où il y avait Sophie Marceau et Anthony Attal. Yvan Attal. Yvan Attal, excusez-moi. Et donc ici, on a simplement remplacé Cannes par Venise. Comme ça permet de faire de très belles vues de Venise et Angelina chic, Jolie voilà. qui conduit un bateau dans les canaux. Mhm. It all started when I met a woman on the train. I'm Elise. I'm Frank. That's a terrible name. It's the only one I've got. Maybe we can find you another. Okay. I have a strange feeling that those two people over there are watching us. I think you're right. Really? Frank! Come with me. Elise Ward and husband. You're ravenous. Do you mean ravishing? I do. C'est joli, mais il se passe rien, on s'ennuie ferme. Les scènes qui marchaient dans le film français parce qu'il y avait une tension psychologique, ici elles sont nulles. La scène de séduction dans le train, Sophie Marceau, elle en faisait quelque chose de formidable. On comprend qu'on ne pouvait que craquer pour elle. Angelina Jolie, elle apparaît et forcément, elle est belle, tout le monde est tout de suite amoureux d'elle. Badaboum. L'histoire, en fait, c'est... Donc, ici, c'est Alexander Pierce, un grand truand, qui a changé de visage et qui recontacte la femme de sa vie, donc Angelina Jolie, en lui disant « Prends le train,
fais passer quelqu'un d'autre pour moi parce que comme ça les policiers le traqueront lui et on pourra se retrouver. Ouais. Ça c'est l'idée. Et évidemment, qu'est-ce qu'elle prend? Johnny Depp qui est tout seul dans le train, c'est très crédible. Pauvre garçon. Et donc ça ne fonctionne pas, c'est d'une lenteur, c'est pato. Vous voyez, tout ce qui était chouette dans le premier film, toute cette tension, tous les personnages qui pouvaient avoir des différents, ici il n'y a plus rien, tout est gommé vraiment à la manière hollywoodienne. Et on s'ennuie. C'est la même chose pour vous, Alain? Ah, complètement. Je me suis rarement autant ennuyé en regardant un film qui est censé quand même être un thriller et un film d'action. C'est extraordinaire de parvenir à louper systématiquement tous ces effets et en plus, à la moitié du film, on a tout compris. Ah, oui, alors évidemment, ça part mal. Mais c'est déjà dans l'original, et comme la plupart des gens l'ont vu, c'est-à-dire la plupart du temps, au début du film, vous savez déjà comment ça finit. C'est un peu comme le Titanic, on connaît la fin. Mais c'est embêtant dans le cas présent. Et un autre film à citer cette semaine, Alain, c'est AO. AO, le dernier Néandertal, oui, un film de Jacques Malater. Comme le titre l'indique, hein, c'est l'histoire du dernier Néandertal. Hein. Je suis Ao. Je vis là où les grands froids sont éternels. Mais vous aviez préféré, vous, les documentaires scénarisés, les docu-fictions qui étaient passés en télé? Oui, Jacques Malater en avait réalisé certains lui-même d'ailleurs, et là au moins on assumait le côté didactique parce que c'était le principe de la docu-fiction, et voilà, on cherchait pas midi à 14h. Ici il y a la prétention de faire un film de cinéma, d'aller beaucoup plus loin, mais le didactisme là devient totalement pesant et même un peu absurde, donc il y a l'ambition d'essayer de refaire la guerre du feu, mais avec une voix off qui vous surligne tout, qui vous colle des sentiments et des émotions sur ces hommes préhistoriques. Alors qu'on n'en sait rien. Voilà, ça devient complètement infantile et presque crétin par moments, voire risible. Bon, retournons voir la guerre du feu alors. Voilà, je pense qu'il vaut mieux aller rechercher le DVD ou le Blu-ray s'il est déjà sorti de la guerre du feu, c'était beaucoup plus édifiant. Absolument. Merci à tous les deux pour votre participation à ce ciné-club et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Évidemment, le ciné-club, c'est sur Twiz tous les mercredis matin, mais vous pouvez nous retrouver aussi avec l'image sur Internet, sur Facebook, sur Cinébelle, sur dh.be, sur lalibre.be, bref, un peu partout.